Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 147 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, on va parler des Milwaukee Bucks. Bon, alors, au milieu de notre saga de crossover et notre top 100 de 2023, il reste encore un peu de place pour des épisodes classiques du Basket Lab, avec notamment notre série des stats de la saison, vous l'aurez compris. Et donc aujourd'hui, place à une équipe importante de 2023, bien entendu, même si il y a eu une petite déception en fin d'année au niveau des playoffs. Ce sont évidemment les Milwaukee Bucks. Et donc, notre série des stats de la saison, je le rappelle, ce sont des épisodes où on se sert un peu du format des 10 stats pour une équipe en particulier. On s'en sert un peu de prétexte pour faire un bilan de 2023 de chaque équipe NBA. Et donc, pour cet épisode des stats de la saison, on reçoit un habitué sur le Basket Lab, puisque aujourd'hui, c'est Azad qui nous rejoint sur le Basket Lab une nouvelle fois. Azad de QBasket, Azmat la NBA sur Twitter, évidemment. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, les 10 stats de la saison 2023 des Milwaukee Bucks. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouvel épisode des stats de la saison avec aujourd'hui une grosse équipe Milwaukee et on reçoit quelqu'un que vous connaissez très bien, on reçoit Azad. Comment ça va, Azad ? Eh ben écoute, ça va, la grande forme, saison estivale, saison de podcast, tout va bien. Azad Horton Pierce, son nom complet, @zer sur le Discord, mais non, c'est pas ça que je voulais dire, @azmatlanba, pardon, sur Twitter, Azad de QI Basket, et notamment tu as un peu d'actu parce que tu fais pas mal de choses en ce moment, et avec quelqu'un qu'on connaît aussi sur le Basket Lab, qui est Penny, vous avez une série de podcasts que vous avez réalisé cet été. Exactement, une série de podcasts en 3 épisodes sur les joueurs de moins de 25 ans. Et en fait, on les classe un petit peu par rapport à l'année dernière ou les saisons précédentes, sans non plus parler du potentiel. Donc, on juge un peu l'existant et on fait un peu un bilan de ces top joueurs de moins de 25 ans, donc qui sont nés après le 1er janvier 99. Ouais, donc tous les classements des jeunes de NBA et Luka Doncic, qui bon, est un peu un intrus hein, quand on... En fait, Doncic est déjà dans le classement des meilleurs joueurs de NBA tout court. Mais du coup, il passe le cut, je pense, au niveau de l'âge. On verra ça, en tout cas, on découvrira ça dans le podcast. On ne spoil pas. T'as fait aussi un article sur Zach Collins, hein, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps sur QI Basket, qui va être du coup le partenaire de front courte de Wembanyama. Bah, c'était un peu la question qu'on se posait avec Val, du coup aussi de QI Basket. Est-ce qu'ils vont jouer à côté ? Est-ce que ça va être le backup ? Au final, je regardais les minutes qu'il a fait cette saison. Il a très peu joué comme poste 4. Il a jamais vraiment joué avec Poeltl. Donc pas trop de minutes au poste 4, à voir comment ça va évoluer avec Wembanyama. Peut-être ce sera Wembanyama qui jouera en poste 4 et Collins, je sais pas. J'avoue que c'est assez flou, et je finis d'ailleurs l'article là-dessus où je pose la question de comment ça va se dérouler niveau coaching pour ça. Voilà, donc si vous voulez la réponse, n'allez pas le lire, mais si vous voulez entendre la question, vous pouvez aller lire l'article d'Azad, bien sûr. Oui, alors il y avait de l'actu aussi qui t'intéressait parce que tu es fan des Celtics et que du coup il y a eu des déclarations de Paul Pierce un peu dans l'actu, le fameux débat Paul Pierce, Dwayne Wade. Du coup, je voulais un peu ton avis. Qui tu penses est meilleur entre Paul Pierce et Dwayne Wade, entre Talen Horton-Tucker et Dwayne Wade, du coup, qui est-ce que tu penses est le meilleur ? À l'époque, je pense que je prends Talen Horton-Tucker du Jazz comparé à Paul Pierce des Clippers. Ok. Et si tu enlèves le bandeau à Horton-Tucker, tu le préfères encore à Dwayne Wade ou pas ? Non, je prends Dwayne Wade. Excuse-moi, petite private joke, si pour les suiveurs du podcast, vous avez cette référence. Mais bref, donc on y va, hein, si tu veux bien.
Donc cette série des stats de la saison, vous connaissez probablement. Si vous découvrez, bienvenue. Donc on fait un bilan équipe par équipe à travers le format des stats, où on vient parler de plein de petits points sur une équipe en particulier, à travers parfois le prétexte de certains chiffres qui peuvent nous servir de porte d'entrée vers plein de petits sujets. Donc je disais, eh bien si t'es prêt, on peut y aller. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour les Bucks 2023? Alors, c'est 3,61. Ouais. Et du coup, c'est une stat sur l'équipe en elle-même, et c'est le Simple Rating System. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je suppose que tu sais ce que c'est. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu un système de calcul qui permet d'anticiper un petit peu la performance des équipes sans prendre que en compte leur bilan. Donc il y a une histoire de difficulté en fait de calendrier, aussi de net rating et de tout ce qui s'est joué autour du win differential, donc la différence entre ce qu'ils auraient peut-être dû gagner comme match et ce qu'ils ont vraiment gagné comme match, et la différence que ça peut créer par rapport au bilan. Et en fait, c'est un peu une note globale donnée aux équipes. Et souvent, on se rend compte que c'est pas forcément les équipes qui ont le meilleur bilan qui réussissent forcément le mieux en playoff, mais c'est plutôt les équipes qui ont ce meilleur SASRS, du coup le Simple Rating System. Et en fait, 3,61, les Bucks, du coup, ça les classe quatrième de la conférence Est, et n'est pas premier comme ils le sont. Donc en gros, c'est un espèce de net rating un peu ajusté, tu veux dire? Voilà, c'est un net rating un peu ajusté, et en fait ça fait écho avec leur win differential, où en fait cette saison c'est l'équipe qui a le plus gros win differential, donc c'est la différence de matchs que l'équipe a gagné comparé à ce qu'elle devait gagner. Et donc ça met un peu en lumière le fait que c'était un first seed qui est sorti du coup au premier tour et qui a gagné qu'un seul match. On est beaucoup sur le numéro 1. Mais ça met un petit peu en perspective ce qu'on pouvait attendre des Bucks, et du coup peut-être aussi un peu réduire le sentiment de surprise des contre-performances qu'on a pu voir en playoff, parce qu'en fait c'était pas une équipe qui était outrageusement dominante, et c'était pas un first seed universel, disons, du côté de l'Est, et du coup un petit peu pour remettre en cause leur first seed du côté de l'Est cette saison. Je sais pas si c'est quelque chose que toi t'avais remarqué. Si, tout à fait, mais c'est vrai que c'est un peu, on peut totalement nous accuser de juger a posteriori et de dire bon bah du coup ils ont été éliminés très tôt, ça peut être une surprise, et on lit à l'envers en fait. On lit ah bah regardez, finalement c'était prévisible. Bon, en l'occurrence, au-delà de ça, moi c'est vrai que j'en avais déjà parlé avant leur élimination. Je crois que j'en avais parlé sur le podcast avec Cleveland notamment, où je disais bon bah attention, les chiffres sont pas si bons sur Milwaukee, donc si on a une série au deuxième tour Cleveland-Milwaukee, pourquoi pas Cleveland? Bon, au final je me suis planté parce que Cleveland n'était pas là non plus, mais ni Milwaukee. Mais non, mais effectivement il y a ce truc de bon, on peut nous faire un peu ce procès, mais en effet, tout de même, c'est quelque chose qu'on avait vu venir, et même, je pense que au-delà de ce genre de chiffres, même en termes d'impression visuelle et d'analyse visuelle, moi j'étais un peu aussi dans ce camp de dire bon, ok, ils sont premiers, mais attention, c'est un premier, certes, ok, de conférence, c'est peut-être même un top 3 de conférence, mais peut-être pas du niveau de d'habitude. C'est ça aussi peut-être la grande différence. Mais en effet, il y a ce côté où les chiffres parfois peuvent être trompeurs. D'ailleurs, mon premier chiffre du jour, moi aussi, c'était ce fameux win differential, du coup. C'était plus 6,1. Donc, ça veut dire 6 victoires de plus que ce que leur net rating pouvait prévoir. Donc, énorme. Il n'y a rien de concret. Hein. C'est énorme ici, mais bon, pour expliquer, c'est pas du concret. Hein. C'est juste, on extrapole à partir du net rating, du différentiel attaque-défense, et on regarde un peu quelle est la différence. Donc, c'est pas ils auraient dû gagner 6 victoires de moins. C'est pas ça, c'est pas concrètement au pied de la lettre qu'il faut le prendre, mais c'est un indicateur qui dit qu'ils ont eu plus de victoires que leur fond de jeu n'a été intéressant, le fond de jeu qui a été proposé, peut-être, si on peut le formuler comme ça. Mais c'est vrai que du coup, ils étaient premiers de NBA, et ce qui est un peu bizarre peut-être, c'est que souvent on a des très très mauvaises équipes qui sont dans cette catégorie parce que parfois ils prennent des grosses roustes, et comparé aux victoires qu'ils peuvent engranger, enfin bref, on a un peu des anomalies,
en haut de classement de ce win differential, il y a beaucoup souvent des mauvaises équipes, du genre Portland en 2022, du genre OKC en 2022 également, du genre OKC ou Orlando en 2021. Atlanta aussi était à plus 4,6 par exemple en 2019. Sacramento plus 5 en 2018. Utah, si on remonte encore avant. Utah en 2014 plus 6 quasiment. Enfin bref, c'est vraiment un score assez énorme comme tu dis. Et les seules bonnes équipes que j'ai trouvées sur la décennie précédente qui avaient un tel score, c'était Denver en 2020, plus 5 victoires. Cleveland en 2018, donc l'année où il n'y a que LeBron, plus 7,2 victoires par rapport au fond de jeu proposé, si on devait le caricaturer. Et Golden State aussi en 2016, notamment, qui fait du plus 6 victoires, la fameuse année où il tape le record all-time. Et c'est vrai que en même temps, on peut aussi argumenter qu'il y a des fois où ce win differential n'est pas du tout quelque chose de négatif. Il y a des fois où simplement ils sont allés gagner des victoires un peu dans le clutch, certaines fois, et que du coup ça se voit pas forcément dans le différentiel qui est créé au niveau de long terme, au niveau de la saison. Mais voilà, on retient quand même cette idée, toi et moi, que les chiffres étaient peut-être un peu à nuancer. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça, surtout avec le SRS qui est souvent assez accurate en termes de prédictabilité de ce qui va se passer pendant les playoffs. Mais en fait, même cette saison, il a été assez faux entre guillemets parce que Cleveland par exemple avait le deuxième de la ligue et ils sont quand même sortis au premier tour. Mais par exemple en 2021 quand ils sont champions Milwaukee, ils ont le troisième de la ligue du coup à 5,57 donc presque deux points de plus qu'ils ont cette année et ils étaient juste derrière le Jazz qui avait fait une très très grosse saison régulière et les Clippers. Donc il y avait des meilleurs indicateurs en 2011 quand ils vont gagner le titre, alors en 2021 quand ils vont gagner le titre, en sachant qu'en plus en 2021 il y a eu des éléments favorables à leur victoire. Donc il n'y avait pas les mêmes indicateurs encourageants qu'ils avaient pu avoir l'année du titre. Et je pense que c'est ce qui a perdu. Moi, en tout cas, quand j'avais écrit la preview de Bucks versus Heat, j'étais confiant je pensais que les Bucks pouvaient quand même passer. J'étais assez confiant là-dessus, mais j'avais quand même soulevé des problèmes en attaque qu'ils allaient potentiellement avoir. Et du coup, ça s'est quand même ça s'est plutôt confirmé en playoff. Mais bon, on lit a posteriori, donc c'est simple de dire qu'on avait raison une fois que c'est passé. Ouais. Non, mais c'est un peu ça l'idée, effectivement. On a un peu ce classement, mais le classement est un peu à relativiser, parce qu'on est dans une année extrêmement homogène et où on n'a vraiment eu aucun cadre en fait cette année. C'est pour ça que si juste on regarde le classement, on se dit, tu vois, au niveau de ce fameux net rating, donc le différentiel attaque-défense, ils étaient 4e de NBA, effectivement, avec plus 4,4. On est, si on regarde pas le classement, mais le chiffre brut, on est loin de ce que pouvait faire Milwaukee dans le cycle Budenholzer certaines autres années, où parfois ils ont flirté avec les plus 10 de net rating, ce qui est absolument incroyable et ce qui est vraiment même il y a des fois ils étaient à plus 7, plus 8, des performances d'équipe vraiment de mastodontes. Or cette année on n'a eu aucun mastodonte, ni à l'est ni à l'ouest en tout cas en termes de net rating. Et du coup c'est ce qui fait qu'il faut lire au-delà du classement en effet. Et bon, en plus si je peux me permettre aussi, je sais pas si tu te souviens, mais ils ont eu une série de victoires de 16 victoires d'affilée en milieu de saison. Qui, je pense, a quand même bien aidé les chiffres, et surtout que sur ces 16 victoires, le parcours était assez facile, dans le sens où le calendrier, c'était du Détroit. Bon, ok. C'était du Denver aussi, mais sans Jokic, donc ça aide. Indiana, Pelicans, Charlotte, les Clippers au complet, Miami, ok, Miami. Par contre, Portland ensuite, les Lakers sans LeBron James, les Clippers de nouveau sans Kawhi Leonard, donc ça aide aussi. Encore plutôt une bonne équipe à affronter parce que l'équipe est pas très bonne. Boston, mais sans Jaylen Brown et Jason Tatum dans cette série de victoires aussi, donc pas la même équipe non plus. Chicago, Miami et Phoenix, ok, et ensuite Brooklyn et Orlando. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est une série de victoires qui, à mon avis, a quand même bien aidé à remonter même le net rating. C'est même là-dessus que je trouve que même ce net rating et donc cet indicateur du différentiel attaque-défense peut être trompeur, parce que tu vois, si on prend avant cette série de victoires qui s'est fait contre majoritairement des équipes un peu plus faibles, on peut dire, avant le 21 janvier, ils étaient seulement à plus 2 de net rating, ce qui est totalement dans une zone beaucoup plus banale. Donc c'est vrai que voilà, on a cité plein d'éléments, mais il y a un peu cette idée globale de Milwaukee était parmi les meilleurs cette année, mais peut-être parce que c'était une année creuse et finalement on était quand même loin des meilleurs Milwaukee du cycle Budenholzer de ces 4 ou 5 dernières années, en fait, quoi. Clairement. Avec pourtant un petit peu la même philosophie de jeu, mais peut-être une fin de cycle aussi. Au final,
termes de coaching. Je pense que ça sera intéressant, cet épisode sera intéressant à faire aussi l'année prochaine, après un an d'un différent coach, pour voir, rien que sur les four factors, par exemple, s'il y a eu des changements en termes de défense, même comment il va être utilisé Giannis. Donc, je pense que, hâte, en tout cas, de suivre la saison prochaine. Là où ça devenait peut-être un peu ennuyant à suivre, sur ces dernières saisons, on avait l'impression qu'on allait avoir déjà un peu vu le film, quoi. Ouais. Oui, puis même si on sort un peu des chiffres, c'est vrai que l'impact défensif était immense cette année et la défense était clairement d'élite. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, au-delà de toutes sortes de chiffres, on était un peu inquiet sur l'attaque parce que ça a toujours été ça un peu le point faible de cette équipe, c'est que finalement, c'est une attaque qui en play-off ne se transpose pas si bien que ça au final, du fait du profil des joueurs en place. Peut-être on le détaillera tout à l'heure, mais voilà, c'est finalement on peut nous reprocher de faire un peu un procès a posteriori, mais il y a quand même quelques indicateurs qui nous disaient bon, effectivement, on pouvait imaginer qu'une catastrophe puisse arriver. Ça ne veut pas dire que ça allait arriver pour sûr, parce que si tu te prends Toronto ou Atlanta plutôt que Miami, c'est pas la même histoire. Tu vas peut-être même en finale de conférence. Mais voilà, c'était le risque avec une équipe de Milwaukee peut-être un peu moins brillante. Mais bref. Donc avançons. Quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour les Milwaukee Bucks 2023 ? Alors, du coup, c'est 6,75. Ouais. Et c'est la différence de defensive rating entre les minutes où il y a Brook Lopez sur le terrain et pas Giannis, et les minutes où il y a Giannis sur le terrain et pas Brook Lopez. Et en fait, le defensive rating quand Brook Lopez est sur le terrain mais pas Giannis, il est de 108.3. Et quand il y a Giannis sur le terrain, mais pas Brook Lopez, il est de 115, il est de 115 en gros, globalement. Donc t'as une différence de presque 7 points par 100 possessions en termes de defensive rating avec Brook Lopez et sans Giannis, comparé avec Giannis et sans Brook Lopez, ce qui est quand même une sacrée différence. Oui. Parler d'une défense d'élite justement, ça fait une sacrée différence et du coup je voulais un peu mettre ça en avant parce que je pense que c'est une question qui a été posée plusieurs fois. D'ailleurs que c'est peut-être la première fois qu'il est autant mis en avant cette année Brook Lopez et qu'il a été deuxième au défenseur de l'année. Et je trouvais ça bien justement qu'il récupère enfin un petit peu les lauriers de tout le travail qu'il fait défensivement et de l'impact qu'il a. Et il y a vraiment une équipe avec et sans Brook Lopez. Et d'ailleurs, cette saison, s'ils avaient une aussi bonne défense, c'est parce qu'il y a eu un Brook Lopez, en super forme, en fait. Il a pas été blessé. L'année dernière, ils étaient 14e défense avec une saison où il est pas trop là. Et cette année, ils sont 4e défense. Oui. Donc, voilà, je voulais mettre un petit peu en avant l'impact de Brook Lopez et dire que oui, Giannis est un super défenseur, il n'y a pas trop de questions là-dessus, je remets pas ça en question, mais Brook Lopez ça permet vraiment d'avoir une défense en drop qui est absolument élite et vraiment l'échantillon est quasiment similaire, il y a même plus de minutes de Brook Lopez sans Giannis que des minutes de Giannis sans Brook Lopez et pourtant c'est vraiment une bien meilleure défense avec des pourcentages à 3 points des opposants de l'équipe adverse qui est autour des 34-35%, donc il n'y a pas une histoire de surchauffe non plus. Donc voilà, c'était ma deuxième stat sur l'impact de Brook Lopez sur la défense collective de Milwaukee, même sans Giannis. Ça me fait penser, je sais plus où c'était, j'avais entendu un podcast sur la défense de Milwaukee en début d'année. Ça me dit un truc, je sais plus. C'était sur le Basket Lab. j'ai passé pas loin d'apparaître hyper intelligent s'il avait remporté le Defensive Player of the Year. Ça aurait été génial, mais ça aurait bien compensé Jordan Poole. Mais non, mais c'est vrai que j'en avais parlé assez longuement de ce côté-là en début d'année. Et surtout, en fait, c'était par rapport à l'échantillon de l'an dernier où Brook Lopez n'était pas là. Et on avait perdu un peu tout l'impact de Brook Lopez. Et on se rend compte que, oui, en fait, Antetokounmpo en poste 5 ou une raquette Bobby Portis Antetokounmpo, c'est pas la même chose, en fait. Et c'est
pas pour dire que Brook Lopez enfin, c'est pas pour dire que Antetokounmpo, comme tu dis, n'est pas un bon défenseur, bien au contraire. C'est simplement qu'il y a une donnée aussi tactique de valeur structurelle et de schéma, en fait. C'est ça aussi le principal, c'est que Antetokounmpo n'est pas un poste 5, en tout cas n'est pas une ancre défensive comme peut l'être Brook Lopez. Et donc l'an dernier, on avait eu pas mal de changements de schéma un peu, ça faisait beaucoup plus de edge pour compenser, parce que Antetokounmpo ne peut pas faire du drop comme Brook Lopez. Mais c'est vrai que je suis assez content du coup, parce que cette année on voit bien cette différence structurelle que j'avais essayé d'exprimer en début d'année dans un trop long podcast. Mais tu vois, même je me souviens de 2020 je crois, où on a un peu Brook Lopez et Antetokounmpo dans la course au défenseur de l'année. Et je sais on retrouvait un peu des gens dans les deux camps. On avait du Seth Partnow qui était un peu Brook Lopez. On avait du Ben Taylor qui était un peu Antetokounmpo. J'avoue que moi j'étais plutôt Seth Partnow. Enfin, j'étais plutôt Brook Lopez, et je trouve que sans doute qu'on sous-estimait un peu l'importance de Brook Lopez et cette valeur structurelle. Et ce qui est bien, c'est que, comme tu dis, ces 2 dernières années ont montré cette importance. C'est-à-dire l'an dernier quand il n'était pas là, et la défense était à peine dans la moyenne NBA, et cette année il revient, et non seulement la défense globalement est première de NBA, ou pas loin, je sais plus, mais comme tu dis aussi, quand tu combines les chiffres avec les WoWi, les With or Without You, oui, quand tu n'as que Brook Lopez, tu as encore un plancher très haut, alors que quand tu n'as que Antetokounmpo, c'est pas la même histoire. Mais après, bon, on a aussi le fait que, tiens, j'avais noté son on-off, du coup, pour aller dans ton sens. Le on-off défensif de Brook Lopez, moins 9,3 points par 100 possessions en termes défensifs pour Brook Lopez quand il est sur le terrain, 97e centile, et parmi les intérieurs qui ont minimum 1000 minutes de jeu, c'était le 2e de NBA derrière Draymond Green et devant Anthony Davis. Voilà le trio de qui a le plus gros impact quand il est sur le terrain versus quand il ne l'est pas. Mais bon, ça, à la limite, c'est un différentiel, ça peut dépendre de ton backup. Donc on regarde aussi le on-court, et au niveau du on-court, quand il était sur le terrain, tu as dit le chiffre 108 defensive rating, c'est encore une fois dans le 97e centile. Donc oui, on a la vraie valeur structurelle, et je pense qu'on en reparlera, mais on a cette valeur structurelle de le mec qui est capable d'exécuter les schémas en drop et qui permet à tout le reste de briller. Et on parlait d'Antetokounmpo, Giannis n'est jamais aussi bon que justement lorsque il y a Brook Lopez à côté, et que lui peut être le safety qui efface tous les tirs au panier, et qui est un peu avec un peu plus de liberté, peut-être on peut le formuler comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est là où il performe encore mieux, et en plus des deux côtés du terrain. Parce que les minutes de Brook Lopez sans Giannis sont très bonnes en défense, mais pas très bonnes en attaque. À l'inverse, celles de Giannis sans Brook Lopez sont bonnes en attaque, mais pas terribles en défense, du coup. Et là où, en fait, il y a une très bonne synergie entre les deux, c'est qu'ils sont tout aussi remarquables en défense, et avec, du coup, une meilleure utilisation de Giannis en safety, comme tu dis. Et en plus, en attaque, bah, les deux s'optimisent très, très bien. Et c'est vrai que c'est, pourtant, théoriquement, c'est pas forcément quelque chose qui m'aurait sauté aux yeux, mais en fait, leur association crée vraiment une synergie qui est hyper impactante positivement des deux côtés du terrain. Oui, parce que t'as dit les chiffres de WoWi avec seulement Brook Lopez ou seulement Antetokounmpo, mais les chiffres aussi de quand il y a les deux ensemble sur le parquet, défensivement, c'est très bon, évidemment. C'est évidemment très bon. Et puis même Antetokounmpo, je crois qu'il fait son meilleur score cette année en carrière au niveau de la perte d'efficacité infligée au panier. On est autour des moins 15. 16. Au moins 16, ouais, carrément. Ouais. Et ça, c'est aussi le fruit du retour de Brook Lopez, parce que justement, il a cette liberté il est plus obligé d'être l'encre défensive face au ballon ou ce genre de choses. Donc, il est plus obligé aussi de se concentrer peut-être sur le rebond ou des choses comme ça. Donc, on a ce côté aussi où, bon, c'est juste que les deux sont très très valuable. On n'est pas là pour dire que Brook Lopez est largement plus important qu'Antetokounmpo. C'est juste que défensivement, il offre un plancher plus haut quand il est tout seul. Mais la vraie force de Milwaukee, c'est quand il y a les deux, et notamment avec Brook Lopez sur drop, et de l'autre côté, un peu en free safety, Giannis qui efface tout sur son passage. Moins 16, c'est ça, tu dis? C'est ça, moins 16,7 au cercle. Et Brook Lopez, il est juste derrière à 13,2. Mais c'est marrant parce que si tu regardes juste cette stat-là, tu te dis, ah bah en fait, Giannis a défend mieux au cercle que Brook Lopez parce qu'il y a un meilleur différentiel. Mais déjà, le volume de Brook Lopez est le double. Et Giannis, je sais pas si c'est possible de le découper, mais je pense que Giannis a beaucoup moins d'impact sans Brook Lopez au cercle que l'inverse. Oui, et puis il
il n'y a pas de facteur d'intimidation aussi, je pense, avec Antetokounmpo, qu'il peut y avoir avec Brook Lopez un peu plus, quoi. Ouais, Donc là, on regarde au niveau de l'efficacité et de la perte d'efficacité infligée, mais on n'a pas... Enfin, on peut le vérifier, mais même au niveau de la fréquence de tir autorisée, Antetokounmpo n'a pas cette intimidation comparé à Brook Lopez, mais effectivement. Mais du coup, tant qu'on est sur la défense, si tu me permets, je peux enchaîner avec mon deuxième chiffre du jour, que tu as déjà un peu cité, c'est 33,7. C'est la fréquence de tir à 3 points des adversaires. Et c'est un chiffre intéressant parce que on est de nouveau donc sur une défense d'élite. Et par contre, c'est ce chiffre qui sort un peu du lot par rapport à d'habitude. Je pense que tu l'auras remarqué aussi. On est sur les 4 factors, donc les 4 facteurs statistiques. On est comme d'habitude sur une défense de Milwaukee d'élite, c'est-à-dire élite sur l'adresse autorisée, l'IFG premier, le rebond offensif deuxième, les lancers francs deuxième de NBA. Donc voilà, les 3 des 4 facteurs, ils sont élites, et le 4e, c'est les turnovers, ils sont nuls, mais en même temps, c'est pas grave parce que c'est leur schéma qui sont comme ça. Mais par contre, là où on a un peu un changement, c'est au niveau des profils de tir. Non pas des 4 factors, mais des profils de tir. Ils avaient toujours été avec ces schémas de drop, mais surtout d'aide agressive en plus du drop, en plus du pick and roll, des joueurs autour qui sont très agressifs pour boucher l'espace intérieur. Et on avait toujours eu ce modèle de élite au panier, en termes de fréquence de tir au panier autorisé très très faible, parce que c'est les tirs les plus rentables. Et du coup, le contre-coup, le compromis, c'était que on prive les gens de tir au panier, mais on concède aussi à 3 points. Et c'est pas grave, parce que vaut mieux concéder à 3 points, c'est beaucoup moins rentable qu'au panier. Voilà, c'était un peu la logique de cette année. Mais je pense que tu as remarqué aussi que cette année, on avait des schémas parfois un peu différents, et donc, même au niveau des chiffres, à peine 33% de tirs concédés étaient à 3 points pour la défense de Milwaukee. Ils étaient 5e de NBA, donc 5e plus petit total de 3 points concédés, alors que sur le cycle Budenholzer, c'est un vrai changement. Ils étaient 30e, 28e, 26e, 29e. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a eu un ajustement aussi, sans doute parce que l'an dernier, il y avait beaucoup trop de 3 points concédés et que ça faisait mal. Mais c'est un changement d'identité un peu notable tout de même. En plus, ils ont fermé les corners. Donc c'est un autre truc où ils sont passés aussi de la moyenne à première équipe qui reçoit le moins de 3 points dans le corner. Donc ils ont vraiment voulu en fait pousser jusqu'au bout l'idée de fermer les shoots les plus rentables. Donc ils sont 3e en termes de fréquence au cercle, donc en subit le moins au cercle, et premier en termes d'équipe qui subit le moins de tirs dans le corner. Ouais. Donc ils ont changé ça totalement, et je sais, c'est quelque chose qui leur a permis en tout cas de peut-être mieux s'adapter. Les pourcentages sont mieux, en tout cas il y a une perte d'efficacité un petit peu côté 3 points, mais je sais pas forcément si c'est quelque chose qui est vraiment impacté par ça. Donc je sais pas exactement, tu vois, en termes de pondération, comment on peut pondérer l'impact de ce changement de stratégie. Et je sais pas comment eux-mêmes l'ont pondéré et l'ont évalué. Je pense que c'est un vrai changement conscient, évidemment. Bien sûr, le profil des tirs qu'on concède, c'est tout à fait conscient. L'efficacité à 3 points, peut-être pas, c'est peut-être un peu plus variable. D'ailleurs, c'est le fameux exemple, c'est que justement Milwaukee, qui a toujours concédé beaucoup de 3 points parce qu'ils s'en fichaient et que c'était pas rentable, il y a une année, 2021, où justement tout le monde a bien shooté et ils ont encaissé une efficacité de 39% à 3 points de la part des adversaires, ce qui est monumental et ce qui a fait que la défense était devenue assez mauvaise à cause de cette surchauffe des adversaires. Mais bref, on va pas revenir sur le shooting de 2021 et des salles vides. Mais non, pour te dire aussi, je pense que c'est lié au retour de Brook Lopez et je pense qu'il y a eu un peu ce côté Lopez est tellement fort que on va nuancer un peu nos schémas. C'est-à-dire, on a toujours eu ce truc de Lopez fait du drop sur pick and roll et donc reste bas pour protéger le panier. Mais en plus, on faisait venir le joueur du corner, le joueur de l'aile, le joueur de l'autre corner. On resserrait tout le monde autour de la raquette et même on dézonnait pour venir boucher la raquette pour empêcher les gens d'aller au panier. Et quitte à donc concéder ces fameux 3 points. Or, il se trouve qu'avec le retour de Brook Lopez, j'ai l'impression que Budenholzer s'est dit on va faire un peu la même chose, mais peut-être en appuyant un peu moins sur ce côté rotation des autres joueurs. Il y a des fois où Brook Lopez est suffisamment fort à lui tout seul en tant que défenseur de drop pour qu'on ne fasse pas venir le joueur depuis le corner opposé ou depuis le corner côté fort ou le joueur depuis l'aile. On va essayer d'être moins agressif sur ces fameux stunts, comme on les appelle. Et voilà. Et le fait qu'on a Brook Lopez derrière, il va être un peu plus tout seul, Brook Lopez, mais il est assez fort pour tenir un peu plus tout seul et
nous, de l'autre côté, ça va nous permettre de ne pas concéder des 3 points, par exemple en catch and shoot, un peu facile à une passe près de l'action. Donc je pense que le calcul est un peu ça, et du coup un peu lié à ce qu'on dit en fait sur le retour de Brook Lopez en fait. Clairement. Et peut-être aussi l'impact de la série de Boston en 2022, du coup, où ils sont quand même beaucoup fait punir à 3 points, et peut-être que ils se sont rendus compte que ça avait une certaine limite de concéder trop de 3 points aussi, qu'ils arrivaient peut-être au bout de cette expérience et qu'il fallait essayer autre chose. Ouais. Oui, effectivement, mais bon, après on peut quand même mettre la nuance que ça n'a pas tout le temps été le cas cette saison. Je pense que selon certains adversaires, moi je trouve qu'on revoyait certains schémas très agressifs, mais effectivement sur la totalité d'une saison régulière, il y avait un peu ce truc de se dire on va évoluer pour la majorité des matchs, et quand on va affronter, je sais pas moi, Luka Doncic ou d'autres joueurs comme ça, oui, là de nouveau on va resserrer sur la raquette, sinon on va se faire punir, mais effectivement il y avait un peu cette évolution de globalement, pas contre tout le monde, mais globalement on va essayer de limiter ces catch and shoot faciles à 3 points. C'était rentable avant, ça l'est toujours un peu, mais bon, c'est toujours des points en plus à gratter, et ils l'ont fait. On en est à ta troisième, si je dis pas de bêtises. Quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour les Bucks 2023? Déjà la troisième, et alors du coup c'est 36%. Ouais. Et c'est le effective field goal de Giannis Antetokounmpo sur pull-up cette saison. Ah. Et c'est le dernier des joueurs qui prennent plus de 4 pull-up par match cette saison. Il est derrière Dylan Brooks, Killian Hayes, Kyle Kuzma, Banchero. Voilà. En plus, il est loin derrière. C'est-à-dire que ça tourne normalement autour de 40. Au pire des cas, Giannis descend à 36. C'est même pire que Tatum cette saison, alors que Tatum, il a fait vraiment une sacrée mauvaise saison au pull-up. Enfin bon, je vais pas tous les citer, mais il y a derrière du Vassell, du Cam Thomas, enfin tous ces. Donc on a quand même des mecs qui en prennent quelques-uns, 4 par match des pull-ups, ça commence à devenir un volume assez important. Oui, et puis juste pour préciser, tu prends le IFG, hein. C'est pas le FG, c'est les tirs pris divisés par les tirs manqués. C'est censé être un peu ajusté pour revaloriser le 3 points. Donc, tu veux dire aussi que 36%, c'est pas 36% sur un vrai pourcentage, quoi. Les standards sont censés être un peu plus hauts parce que c'est de l'IFG, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, même si on prend juste ces FG, c'est des pourcentages à 3 points, il est à 32% sur les field goals, il est à 23% sur les 3 points en pull-up, et du coup, ça lui fait un EFG de 36%, parce qu'en fait, son 3 points, au lieu de le tirer vers le haut, comme c'est censé le faire pour d'autres joueurs, le tire encore plus vers le bas. Donc voilà. Et moi, j'avoue que c'est plus le volume qui me pose un peu une question, et cette volonté, je trouve qu'il insiste quand même pas mal à vouloir faire ça, et encore plus en playoff. Bon, après on n'a pas un échantillon énorme en playoff cette année, mais il y a quand même il s'enferme un petit peu sur ces tirs de shoot là sans rythme, et il est vraiment pas bon là-dessus en fait. C'est difficile de mettre ça autrement, et je me demande à quel point un nouveau coach va va essayer de lui faire réduire cette fréquence de pull-up qu'il a, parce que à mon avis ça va être problématique plus il va vieillir en plus, donc moins il va avoir cet avantage physique qui lui permettait justement de pas trop être sur son pull-up. Et donc voilà, je voulais un peu mettre ça en avant, et savoir toi de ton côté, est-ce que tu pensais aussi que ça allait être une limite? Est-ce que tu trouves aussi qu'il en prend trop, ou est-ce que je m'inquiète un peu pour rien? Mais pour moi, être un aussi gros volume, s'efforcer à continuer à avoir un aussi gros volume et avec une aussi mauvaise efficacité, c'était ça me posait un peu problème. Alors il en a pris moins que l'année dernière, mais il en prend quand même 5 par match des pull-ups à une efficacité qui est vraiment quand t'es en dessous de Killian Hayes en efficacité et de Banchero ou de Dylan Brooks, c'est que c'est vraiment problématique. Et là on parle de genre 5% en dessous, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est que tu me demandes si je suis inquiet.
tu ne peux pas ne pas être inquiet quand tu es derrière Dylan Brooks, Killian Hayes et Banchero sur des pull-ups. Enfin, honnêtement, c'est quand même une stat assez frappante pour le coup. Mais comme tu dis, il y a aussi le côté où, tu t'as filtré pour qui fait de plus de 4 pull-ups par match. Déjà, est-ce qu'il devrait se retrouver là-dedans ? Oui, c'est ça en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça la question. Hein. C'est un peu le. Et je sais pas pourquoi en fait. Enfin, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a une volonté peut-être de diversifier son jeu, mais du coup, c'est vrai qu'on le ressent. On le ressent dans l'ensemble de son efficacité, parce que en fait, c'est pas il est devenu moins bon au panier ou qu'il est devenu même moins bon ou différent sur les pull-ups. C'est juste que son régime de tir a un peu changé. Et il prend plus de tirs moins rentables qu'avant. Parce qu'il est toujours aussi incroyable au panier. Et voilà, c'est toujours le même joueur que d'habitude. On n'est pas sur un déclin physique. Il a quoi ? Il a 27-28 ans, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on est encore dans son prime. On le voit d'ailleurs en défense que physiquement, on est encore dans son prime, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai qu'une telle chute d'efficacité, parce que oui, tu as parlé des pull-ups, mais du coup, je peux rappeler au niveau de l'efficacité globale. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait un podcast en décembre ou janvier, je sais plus, où je disais, c'est un peu l'intrus de la course au MVP, parce qu'il était historiquement inefficace. Il est à 104 de true shooting plus, et c'est son plus petit total depuis 2015. Et 2015, c'était une année où il était encore il était role player défensif, quoi. Donc on n'était même pas sur le même répertoire de tir. Et depuis, il fait du 103, 105, donc plus 5% par rapport à la moyenne, 105, 108, plus 8%, 108, 115, 109, 111, 112, et cette année 104. Et on est redescendu d'une catégorie très clairement. Et pour le coup, je pense que peu de monde s'en est rendu compte, parce que il a haussé son volume de manière assez incroyable. Il est monté à 38% d'usage sur Basketball Reference, donc seulement seulement l'usage de scoring en plus, hein, donc c'est assez énorme. Et du coup, moins efficace, mais plus de cartouches prises. Du coup, les points par match, on voit pas trop la différence. Donc beaucoup sont peut-être un peu passés à côté. Mais ouais, comme tu dis, on a une évolution de son profil de tir qui, je crois que tu seras d'accord, mais qui rejoint aussi un peu la faiblesse de son jeu, ou ce qu'on redoute un peu, qui est que Antetokounmpo, souvent en playoff ou dans des gros matchs, il insiste un peu sur cet aspect de pull-up. Là, on a eu la version, non pas sur une série de playoffs, non pas sur un run de playoffs, on l'a eu sur toute une saison entière, l'Antetokounmpo qui force un peu sur le pull-up. Ouais, et puis en fait, je me demande si c'est pas aussi une volonté de prendre des tirs de star un petit peu, parce que le pull-up, c'est un peu un tir de star. Quand on regarde les noms qu'il y a, c'est soit des futurs stars, soit des joueurs qui pensent qu'ils sont des stars, soit des joueurs qui en sont réellement. Et la volonté de diversifier, la volonté d'avoir ces shoots qui sont aussi du coup qui répondent à des schémas défensifs qui lui coupent l'accès au cercle. Et en fait, en punissant, il veut essayer de punir qu'on lui coupe l'accès au cercle avec des pull-ups. Mais en fait, s'il y a une raison pour laquelle les équipes le laissent faire, c'est qu'il est mauvais là-dedans. Hein. Ouais. C'est qu'il est mauvais là-dedans, et ça rejoint aussi il est mauvais au tir en fait, tout simplement, en tout cas au jump shot. Il est mauvais au lancer franc, il a 64% au lancer franc cette saison, c'est vraiment pas terrible. Sur le mi-distance cette saison, il est à 32%, il est à 28% à 3 points, mais il continue à en prendre. Donc c'est un peu moi ça qui me pose question. Et surtout, je m'attends à qu'un jour l'efficacité au cercle et même la fréquence au cercle diminue, parce que plus il va vieillir, peut-être moins il va y arriver à y aller au cercle et à moins bonne fracture. Et s'il est toujours aussi mauvais au lancer franc, alors qu'il en provoque énormément, et que s'il est toujours aussi mauvais sur pull-up, il peut y avoir une fin de carrière qui arrive un peu plus vite et un peu plus violemment que certains autres joueurs stars, je pense. Ouais, donc là on sent le fan de Boston, hein, clairement. Pas du tout. Non, mais je trouve ça vraiment. Mais prends pas ça au premier degré. Je te charrie. non, mais je vois ce que tu veux dire. En plus, je suis pas loin d'être d'accord. Non, je te charrie, bien sûr. Azad est très très professionnel. Ne vous inquiétez pas. Mais moi, alors je sais pas ce que t'en penses, justement, toi qui es fan de Boston, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté Marcus Smart, tu sais, où Smart n'a jamais été efficace, mais il a toujours pris plein de 3 points, parce que le côté volume donnait une certaine respectabilité. Alors,
peut-être pas une respectabilité suffisante ou souhaitable, mais c'est vrai que Smart était un peu plus défendu à 3 points que des Tony Allen ou que des mecs qui shootaient jamais, quoi. Donc je me demande à quel point il y a un peu, il y a le côté star peut-être, ça fait star de prendre des pull-ups, et peut-être que lui c'est plus facile aussi de faire ça que d'aller au panier, je ne sais pas, mais je sais pas à quel point aussi il insiste pas sur ce jump shot en disant pour maintenir un niveau de dangerosité, peut-être, si tu vois ce que je veux dire. Mais qui le prend? En fait, le problème, c'est que Smart, il a été presque pris au sérieux. Il peut créer du spacing avec son shoot. Alors que Giannis, j'ai l'impression qu'ils le laisseront toujours prendre son shoot parce qu'il est beaucoup plus menaçant au cercle et sur drive. Alors que si Marcus Smart, il avait l'efficacité, la fréquence au cercle de Giannis, ça aurait du sens. Mais là, en fait, Giannis, dans tous les cas, même s'il se met à tirer à 35% à 3 points, je pense qu'ils vont le laisser faire. Oui. Parce qu'en réalité, c'est toujours plus dans la raquette qui va te faire mal. Et donc, je pense que lui, il aimerait que ça impacte dans ce sens-là. Mais je pense que les équipes se feront pas avoir par cette espèce d'appât, et que même s'il tirait, tu vois, on parle de 7% au-dessus par rapport à cette saison, même s'il avait une surchauffe à 3 points, je pense pas que que les équipes se mettraient à aller le chercher derrière la ligne. Enfin, j'espère pas. Parce que sinon, s'il y arrive à déclencher ça, ça peut être une sacrée évolution dans son jeu, mais j'y crois pas trop. Bah, surtout que Antetokounmpo est un joueur absolument incroyable et extraordinaire, mais c'est vrai que sa force, ce n'est pas d'avoir un bon toucher de balle, ce qui n'est pas problématique parce qu'il fait autrement, mais du coup, comme il n'a pas ce toucher de balle, et il n'a pas non plus, en termes de mémoire gestuelle, cet historique de jump shooter, je pense qu'il a un certain plafond en tant que jump shooter. Alors, je pense qu'il va pouvoir s'améliorer avec l'âge, mais il a un certain plafond, et il part en plus d'assez bas. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi où, effectivement, même dans un match NBA, même s'il enchaîne 3 ou 4 tirs à mi-distance, tu vas quand même le laisser ouvert, ou en tout cas, tu vas pas surréagir, je pense, parce qu'en fait, il est tellement plus extraordinaire et redoutable et dangereux et productif au panier. C'est ça aussi le calcul qu'il faut faire, c'est que en moyenne, c'est toujours le même calcul un peu bête, mais la moyenne des tirs à mi-distance, des longs tirs à mi-distance, on va dire, c'est 40%, donc 40% x 2, parce que ça vaut 2 points, 0,80 points par tir en moyenne. Au panier, lui, il doit être à quoi, 65-70% x 2, ça fait de suite 1,40 points par tir tenté en moyenne. 0,80, 1,40. Voilà, vous voyez le gap énormissime de rentabilité. Et bon, c'est un peu pour illustrer très grossièrement, mais effectivement, on est un peu dans ce truc où il est tellement fort au panier que, je sais pas, en même temps, toi tu dis, et je suis d'accord avec toi, ça sert à rien parce que du coup les adversaires pour l'instant ne mordent pas assez feinte ou ne vont pas chercher à respecter, ils vont plutôt continuer à protéger le panier. Mais en même temps, je pense que lui, dans son référentiel, ce qu'il cherche à faire, c'est justement avec le temps arriver à établir un bon pull-up à mi-distance, et comme ça pourra l'aider encore plus, peut-être même d'ailleurs pour son déclin physique qui un jour arrivera. Il se dit peut-être que d'ici 2, 3, 4 ans, si j'ai un vrai pull-up, ça va m'aider à garder un peu cet équilibre et à garder les défenseurs un peu sur le qui-vive. Je sais pas, mais effectivement, pour l'instant, on n'est pas sur un bon régime de tir. Après, ce qu'on peut dire quand même, parce qu'on a quand même dit beaucoup de nuances, même moi au niveau de l'efficacité, c'est sa plus faible efficacité depuis quasiment son année rookie. Bon, il faut quand même dire que ça reste un impact énormissime. Là, on est un peu en train de pinailler, et surtout, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on est loin du Antetokounmpo de calibre MVP qu'on a eu sur certaines années, 2019, 2020, voire même 2021 et 2022. Là, on était vraiment sur une baisse d'efficacité, notamment due à ce fameux régime de tir et face à cette efficacité à mi-distance dont tu as bien parlé, quoi. Oui, et puis il reste positif dans un collectif en attaque, même si individuellement il est moins efficace. Il reste positif en attaque dans un collectif. Et par contre, sur les 3 points, j'ai l'impression qu'il reprend un petit peu le régime de ses premières années. Parce que, tu vois, 2020-2021, il était à 20% de fréquence à 3 points et 17% de fréquence à 3 points. Cette saison, il était à 11% de fréquence à 3 points. Ouais. Donc, je me demande si sa fréquence à mi-distance reste autour du tiers, donc autour de 30%. Par contre, sa fréquence à 3 points se remet à diminuer. Donc, je sais pas s'il est pas en train de se faire une raison aussi petit à petit ou pas. À voir comment ça évoluera la saison prochaine. Oui, effectivement. Bah tiens, du coup, je peux caler ma 3e stat du jour qui est un peu aussi sur Antetokounmpo. C'est 4,1, et c'est le nombre d'isolations de Giannis Antetokounmpo en 2023. C'était 11e de NBA.
11e de NBA. Pour donner un ordre d'idée, un 4,1 par match. Doncic est premier avec plus de 7, par exemple, 7 par match. Alors, Oui. c'est pas des possessions jouées sur isolation, c'est terminé sur isolation. Donc voilà, le chiffre un peu. Tatum est à 4,7 et il est 8e de NBA. Donc Giannis est 11e avec 4,1. LeBron est à 4, Kawhi est à 3,8. Voilà, un peu pour donner un ordre d'idée. Mais surtout, plus que le volume, c'est surtout l'efficacité que je voulais un peu pointer du doigt, et je pense que ça rejoint totalement. C'est les mêmes tirs dont on parle. Toi, tu parles de tirs à mi-distance, moi je parle de l'isolation, mais ce sont les mêmes tirs. Et donc 0,83 points par tir tenté, points par possession pour Antetokounmpo en isolation. Et c'est très très faible. C'est quand même très faible. Minimum 3 isolations par match en moyenne en 2023. Il était 23e sur 25 au niveau de l'efficacité. Donc 25 joueurs qui sont à minimum 3 isolations par match en moyenne. Il était 23e. Seulement pire, il y avait LeBron James et Russell Westbrook derrière lui. Mais tu vois, même, encore une fois, même argument choc que toi, même Paolo Banchero et Dejounte Murray sont au-dessus de lui en termes d'isolation. Et c'est vrai que même plus globalement, au-delà de la blague, c'est son pire score depuis l'ère Budenholzer. C'est-à-dire que depuis que Mike Budenholzer est arrivé, il était à 0,96, 1,07 sur isolation, 0,90, 0,95, ce qui est plutôt pas mal de flirter avec la barre des 1 points par possession. Et là, 0,83, c'est très mauvais. C'est la dernière fois qu'il a fait un score comme ça, c'était avant Budenholzer, justement. C'était sous Jason Kidd et Joe Prunty, je crois, à la fin de saison. Il est en 2018. Mais bref, donc ça rejoint un peu ce côté où il insiste beaucoup sur ces isolations, il insiste beaucoup, et surtout, c'est pas que les isolations, il y a aussi ce que tu as développé, que sur isolation, il va aussi quand même se reposer beaucoup sur le pull-up, mais ça on en a déjà parlé, donc voilà, il y a un peu ce côté, je dirais pas le mauvais Giannis, parce que même comme ça, c'est un joueur qui est top 5 NBA assez facilement, et même si on prenait que l'attaque, son scoring n'est pas aussi efficace qu'avant qu'il avait pu être, mais ça reste un casseur de défense, un créateur de décalage à foison, donc il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on est sur effectivement une mauvaise année et une direction que nous on apprécie un peu moins sur ce côté façon de jouer. Totalement. Je te rejoins là-dessus, et c'est à voir comment ça va évoluer avec le nouveau coaching, parce que au fur et à mesure ça pourrait impacter le collectif par contre. À quel point son manque d'efficacité, sa perte d'efficacité va finir par avoir un impact négatif aussi sur le collectif. Oui, effectivement, c'était aussi pour soulever la question du nouveau coach qui arrive du coup, parce que effectivement, l'arrivée de Budenholzer a fait énormément de bien. C'est ce qu'il a fait passer dans un step au-dessus, notamment en termes d'optimisation, en fait, optimisation offensive, parce que le joueur était déjà très fort en 2018, mais Budenholzer l'a mis dans un bon spacing avec Brook Lopez et il a bien optimisé, donc c'était très bien. C'est vrai que le nouveau coach, donc je crois que c'est Adrian Griffin, si je ne dis pas de bêtises, ce que j'attends du nouveau coach, c'est essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de ce côté porteur de balle, dans lequel un registre où il n'est pas forcément très bon, enfin pas très bon, relatif aux superstars NBA évidemment, mais où il est peut-être un peu moins bon que certaines superstars, et voir si Adrian Griffin ne peut pas aussi l'utiliser un peu plus sans ballon, mais ça on verra ça pour tout à l'heure, j'ai d'autres stats aussi. Du coup, on avance. Quelle est ta 4e stat de la saison à nous présenter pour les Bucks 2023 ? 792. Ouais. C'est le nombre de minutes de Chris Middleton sur la saison. Alors. Et du coup, un petit peu quand on faisait le bilan de la saison, qui était pas si bonne que ça, malgré ce qu'on pouvait croire sur la saison régulière, en fait, que quand on regarde les chiffres un peu plus dans le détail, qui est pas si forte que ça, et un peu l'échec en playoff, je me demande à quel point l'impact de sa santé et l'impact un petit peu de son déclin qui va arriver au fur et à mesure va être aussi négatif pour les Bucks. Et en fait, ça m'inquiète un peu, parce que j'ai l'impression que l'année où ils ont vraiment été excellents et ils ont réussi à aller jusqu'au titre, c'était grâce à un très bon Middleton. Et là, cette saison, il a été moins efficace. Je crois que c'est la première année de sa carrière où il est en dessous de la moyenne au True Shooting Plus.
Donc Ouais. cette saison, ouais, je crois que c'est ça, il a 95 de true shooting plus alors qu'il a passé sa carrière au-dessus des 100. Donc comme je l'ai dit au début, il y a 800 minutes à peine, donc c'est pas non plus un gros échantillon. Et c'est aussi dû à une perte d'efficacité à 3 points. Mais d'un côté, sur les 3 points, il prend aussi beaucoup de pull-up. Et du coup, je pense que est-ce que ces blessures vont impacter un peu son efficacité sur les pull-ups. Là, il est à 32% à 3 points cette saison. Normalement, en carrière, c'est plus un joueur qui tourne autour des 38-40. Donc, à voir comment en fait ces blessures vont impacter le joueur offensivement et aussi défensivement. Lui qui était plutôt positif comme arrière à côté de Jrue Holiday encore plus. A été une vraie cible en fait en playoff pour Jimmy Butler. Après, ça arrive à des gens très très bien d'être des cibles de Jimmy Butler en playoff. On va pas tirer sur l'ambulance, mais je me demande à quel point le déclin de Chris Middleton offensif et défensif va baisser un petit peu le plafond de Milwaukee sur les saisons qui arrivent. Ça arrive même à des gens qui signent des supermax, d'être les cibles de Jimmy Butler. C'est à ça que tu pensais peut-être. Je ne sais pas. mais oui, effectivement. Alors, juste pour le côté 3 points, je me demande aussi à quel point le petit échantillon peut-être joue. Totalement. Dans le sens où effectivement on est sur à peine 150 tirs, je crois au total, 162 3 points. Peut-être que si on avait eu un échantillon normal d'une saison normale plus gros de 300-400 tirs, on aurait revu un vrai échantillon. Peut-être aussi qu'il y a le côté blessure qui affecte aussi le pourcentage. Je pense que là-dessus on sera d'accord. D'ailleurs j'avais un peu la même stat. Moi j'avais 24,3, c'était son minutage par match, parce que au-delà même du minutage total, c'est vrai que même cette année il est revenu, mais on sentait que c'était pas le même, et je pense qu'il y avait encore un peu la blessure qui traînait, et donc voilà, on est passé de quelqu'un qui était à plus de 30 minutes de jeu par match, titulaire indiscutable et tout, à là 24 minutes, c'est quand même beaucoup plus bon, je dirais pas anecdotique, mais c'est quand même moins important comme rôle. Et en plus, donc on rajoute le fait qu'il a 31 ans, du coup il y a un peu ce côté blessure plus commence à être un peu vieux. Est-ce qu'on s'inquiète? Et du coup je te pose la question, est-ce que toi t'es inquiet du coup? Oui, un petit peu. C'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que je pense que ça va vraiment limiter. Et en plus, je le corrèle avec l'âge de Jrue Holiday et de Brook Lopez. Et j'ai vraiment l'impression que, en fait, on est déjà arrivé à la fin du cycle. Et j'y crois pas vraiment pour l'année prochaine. Et je pense que va y avoir des sacrées questions qui vont se poser l'été prochain, parce qu'il va leur falloir 1 an pour se rendre compte de ça, à mon avis. Et je pense que ça va y avoir des sacrés mouvements. En tout cas, ils vont essayer de faire de sacrés mouvements l'année prochaine. Sauf que l'année prochaine, Chris Middleton, il a une player option à 40 millions. Ouais. Mais je suis plutôt inquiet, oui, sincèrement. Alors que j'aime beaucoup Chris Middleton, hein, mais j'avoue que j'ai peur un peu qu'on soit arrivé au bout de l'histoire. Enfin, pas au bout de l'histoire, mais au bout du joueur qu'il a été dans son prime, quoi. J'avoue que je suis un peu plus optimiste que toi sur Milwaukee, du coup. Ok. Alors peut-être, je pense qu'effectivement on se rapproche de la fin de cycle, mais je pense que la stratégie ça a été un peu de dire, bon, on a un groupe en l'état, on a une équipe qui potentiellement peut flirter avec cette zone de top 5 équipe NBA, donc potentiellement un titre si d'autres équipes ont des blessures. Je sais pas quel autre exemple on pourrait trouver d'équipes qui ont eu un titre l'année où certaines autres équipes ont eu des blessures. Bah tiens, c'est Milwaukee en 2021. Mais non mais voilà, quand t'es un peu dans la course, je comprends un peu le truc de se dire on va y rester. C'est pour ça que Brook Lopez a été prolongé de 2 ans, je crois, 2-3 ans. Chris Middleton aussi de 3 ans. Jrue Holiday commence à être un peu vieux, mais je pense qu'aussi il lui reste 2-3 bonnes années, 2 ou 3 très bonnes années, au compteur. Et ce qui est assez en plus fantastique, je trouve, c'est que Giannis a 28 ans. Et donc même si tu poursuis encore le cycle pour 2 saisons, et 2 saisons où tu as des vraies chances de faire des parcours de play-off, voire même d'aller au titre, potentiellement, je pense qu'on est sur une idée intéressante, parce que même après ces 2 ans de cycle où tu vas au bout, Giannis aura encore 30 ans, quoi. Bon, après il y a le problème de peut-être qu'il voudra partir ou pas, je sais pas, mais en tout cas dans l'idée, si t'as envie de tout faire péter après ces 2 ans, finalement tu peux, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a ce côté où on a déjà l'équipe en place, on la prolonge, on se fait 2 ou 3 derniers runs, et après on verra, après on ira chercher d'autres stars, peut-être après on fera un turnover d'effectifs, pardon, j'arrive plus à parler, mais il y a un peu ce côté là, je suis un peu plus optimiste peut-être pour les Bucks. Et sur le cas de Middleton aussi,
C'est vrai que là où ça peut être inquiétant pour le coup des blessures, c'est le côté tu vas moins au panier, notamment. Ça se lit beaucoup là-dessus. Oui. Et il se trouve que Middleton, de toute façon, n'allait pas au panier. Il allait pas du tout au panier, c'est-à-dire que cette année, du coup, j'ai regardé, donc cette année, quand il était blessé ou revenait de blessure, 17% de tirs étaient tentés au panier, sauf que, et donc c'est dans le 15e centile, très très peu par rapport à son poste, à peine mieux que 15% des joueurs à son poste, donc très faible fréquence de tir au panier, mais en même temps, il a toujours été autour des 17%, 15%, 16%, 18%, donc ok. Au niveau cette fois du shooting foul percentage, qui est toujours un bon indicateur aussi des blessures ou pas, parce qu'un joueur blessé va moins au panier ou arrive à moins provoquer de fautes, 9% cette année, sachant qu'avant il était à 9,3%, 8,2, 8,5, 8,2. Donc ça change pas non plus pour le coup pour Middleton au niveau du shooting foul percentage, les fautes provoquées pendant une tentative de tir. Donc là au niveau des indicateurs, pas inquiétant, et là où je me rassure peut-être un peu, et peut-être que je suis trop optimiste par rapport à toi, tu me diras, mais l'avantage d'un joueur blessé comme ça, c'est que de toute façon, c'était un joueur de pull-up, c'était un joueur de mi-distance, et c'est un joueur de 3 points. Donc peut-être que même s'il y a un déclin physique, on va moins le voir en attaque, parce qu'il y a toujours cette efficacité, ce shooting pur à mi-distance. Donc il suffit qu'il ait ses tirs et il va les mettre, je pense. Il va être moins affecté que par exemple, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais un Ja Morant qui va beaucoup au panier, le jour où il est blessé, ça marche moins. Middleton, c'est pas le cas. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est peut-être le côté... Est-ce que la défense et la mobilité défensive peut suivre? Peut-être moi, c'est là où je suis vraiment inquiet. Ouais. En plus, on a une belle illustration sur cette série de playoffs. Après, moi, ce qui me rend positif pour pour Milwaukee, c'est que les défaites en playoffs pour eux, c'est pas des échecs. Donc, je me dis qu'ils peuvent continuer à perdre au premier tour. Ça restera positif pour eux. Cela dit, non, mais cela dit, tu dis ça comme blague, mais en plus, je sais pas si t'as vu, mais il y en a quand même pas mal qui en fin d'année ont eu des augmentations de salaire. Donc non, c'est pas un échec. Parce que c'est un peu l'argument de Giannis, tu sais. Et pourtant, Brook Lopez a eu augmentation de salaire, Middleton, donc non, c'est pas un échec. On a réussi. Non, mais moi je pense quand même tu vois sur la qualité de pull-up, des blessures aux jambes, ça joue quand même énormément sur le confort que t'as sur tes pull-ups, la confiance que t'as dans ton corps. Et même si c'est un joueur de tir longue distance et mi-distance, je pense que des blessures peuvent aussi impacter négativement ses performances. Et je suis aussi très inquiet, comme j'avais dit sur la défense. Donc moins positif que toi là-dessus, mais on verra comment ça se déroule l'année prochaine. Est-ce que c'est pas est-ce que au niveau des points positifs pour les Bucks, il n'y a pas la signature de Jaylen Brown au Supermax, peut-être? Je ne sais pas. Mais c'est pas possible. Est-ce que ça aurait pas été pire encore pour Milwaukee que eux soient vieux et qu'en plus Boston récupère Damian Lillard? Est-ce que finalement c'est pas mieux? C'est positif pour Miami surtout, hein. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir continuer à défendre en zone sans trop se poser de questions, et qu'en plus on va pas aller chercher Lillard. Donc c'est double victoire pour Miami, la signature. Et donc avançons, quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour les Milwaukee Bucks 2023? Et du coup, on va retourner sur le pull-up et on va aller voir un autre joueur de Milwaukee qui est lui à 50%. Aïe, je savais que ça allait pas te plaire, mais je pense que c'est quand même important à souligner, qui est quand même sacrément efficace sur le pull-up, qui a plus de 50% d'effectif field goal. C'est Jrue Holiday, qui sur 7 pull-up par match et a plus de 50% à l'effectif field goal, qui a fait encore une saison au-dessus de la moyenne à l'efficacité, et qui a encore fait une bonne saison à 3 points avec 39% de réussite à 3 points après une saison à 40 et une saison à 42%. Et en plus de ça, il est assisté que à 42% sur ces 3 points. Donc, est-ce que ça avait l'air d'être un peu
une surchauffe, c'est pourcentage à 3 points, sauf que là, la surchauffe, elle dure depuis 3 ans. Oui. Donc, je me demandais si Jrue Holiday était pas devenu un bon joueur en tout cas, un joueur correct, voire correct plus sur le pull-up et l'isolation sur le shoot extérieur. Oui. Parce que tu vois, juste pour redire un petit peu, pour le situer, parce que c'est peut-être pas très clair, 50% d'effectif field goal, il est entre Jalen Brunson et Tyrese Maxey. Et devant Devin Booker, par exemple, bon, avec un plus petit volume, mais voilà, c'est pour donner un peu une idée on est sur quelqu'un de qualité, en tout cas cette saison là-dessus. Je suis censé être impressionné qu'il soit autour de Jalen Brunson et Maxey au niveau du pull-up à 3 points. C'est du pull-up, c'est tous les pull-ups, hein, c'est pas que le pull-up à 3 points. Et oui, ça va quand même, je sais pas, c'est pas catastrophique. Oui. Bien sûr. Non, je croyais que c'était les pull-up à 3 points et je me dis, Jalen Brunson, un pull-up à 3 points, c'est pas. Non, c'est pull-up tout court. C'est pull-up tout D'accord, court. ok. Je comprends mieux. Non, mais alors effectivement, je disais tout à l'heure, je disais aïe parce que je pensais que les chiffres allaient être négatifs. J'avais pas pensé à checker dernièrement les stats de Jrue Holiday, donc effectivement c'est très bien, mais ça me permet. C'est vrai que moi c'était un aspect où j'ai toujours été un peu sévère sur lui, c'est le côté pas très efficace en fait, hein, qui m'embêtait un peu avec Jrue Holiday. Et effectivement, on a depuis qu'il est arrivé à Milwaukee, on a de meilleures saisons. On a de meilleures saisons à l'efficacité générale et notamment à 3 points. Mais oui, il flirtait un peu avec la moyenne quand il était aux Pelicans et quand il était même à Philadelphie. Il a fait une fois en carrière au-dessus de la moyenne avant de rejoindre Milwaukee. Voilà, donc c'est pour ça que moi, le côté darling des analytics, bon, d'accord. En défense, oui, d'accord, mais bon, il y a certains aspects peut-être moins. Mais non, mais blague à part, c'est vrai qu'on a aussi ce côté à Milwaukee où il est arrivé, il a bien shooté à 3 points, mais c'était la fameuse année où tout le monde shootait bien à 3 points. C'était le 2021 où tout le monde shootait bien à 3 points parce qu'il n'y avait personne dans les salles. Donc la moyenne NBA à 3 points était extraordinaire. Donc quand il a fait cette première année à Milwaukee, je me suis dit, bon, ok, mais on verra sur la suite parce que le Jrue Holiday qu'on connaît, il n'est pas forcément à ce niveau-là. Donc on verra si c'est un effet collectif comme tout le monde de surchauffe à 3 points ou pas. Et le fait est que non, en effet. Le fait est qu'on est sur une vraie progression. Et ça me permet aussi d'insister, même si je pense que j'ai déjà dû le dire sur le basket là, mais il y a ce côté où les joueurs en vieillissant s'améliorent grandement au niveau du shot-making, et notamment le shot-making à 3 points. On a plein d'exemples qu'on peut citer. Je crois que c'est un des plus évidents, c'est Jason Kidd notamment. Mais il y a vraiment cette tendance très générale en fait, les joueurs en vieillissant ont un meilleur shot-making et ont un meilleur tir à 3 points, qui semble assez logique, puisqu'on est sur le jump shot, encore une fois, cette idée de mémoire gestuelle. Et donc, c'est quelque chose que plus tu passes du temps, plus tu répètes le geste, plus ça va être mieux. Et donc, on observe effectivement cette hausse d'efficacité à 3 points de manière générale chez beaucoup de joueurs. Et donc, quelqu'un comme Jrue Holiday, qui effectivement a fait 12, 13, 14 ans de carrière, je crois. Bah oui, à la fin, il commence à... La mémoire gestuelle, la fameuse mémoire gestuelle imprégnée dans le cerveau, elle commence à être plutôt pas mal. Et il rejoint le club des joueurs qui vieillissent et shootent bien à 3 points. Et effectivement, je crois qu'on est à... si j'arrive à le calculer en quelques clics sur Basketball Référence, on est sur du 38 ou 39% à 3 points. Même 40. Non, 39,5. Allez, 40. On lui donne 40% à 3 points depuis 3 saisons sur plus de 1000 tentatives. Donc oui, on a un joueur à 40% à 3 points sur un très gros échantillon. On peut le dire que oui, ça y est, le shoot est enfin très bon. Ouais, bah c'était un peu l'aspect positif que je voulais ressortir du backcourt, vu qu'on avait un peu émis des doutes sur Chris Middleton. Au contraire, Jrue Holiday perd un peu en défense, mais sans que ce soit trop problématique. Et un joueur offensif vraiment bon, il est efficace. Il a un passing qui est toujours un assez gros volume. Le seul peut-être un peu couac que je vois offensivement du côté de Jrue Holiday, c'est son incapacité à aller sur la ligne de lancer franc. Et alors que il va quand même assez souvent au cercle, on a 26% de fréquence au cercle, avec une réussite au cercle qui est bonne. Il est à 69% de réussite au cercle. Pour donner un peu une idée, c'est la même réussite au cercle que Zion Williamson. Je sais pas pourquoi je les tête comme ça, peut-être parce qu'on a enregistré un podcast sur les jeunes il y a pas longtemps. Mais par contre, malgré cette réussite et cette fréquence au cercle, il provoque très peu de fautes.
on est sur du 6,4 de shooting fall percentage. Donc, ça veut dire qu'il a quasiment un lancer franc, enfin, il arrive à avoir des lancers francs que sur 6% de ses tirs. Et si on compare à la moyenne de la ligue, du coup, c'est vraiment bas parce qu'il est à 35% de moins en fréquence au lancer franc sur les tirs qu'il tente. Oui. Donc c'est pas terrible et ça joue beaucoup sur son efficacité. Parce que tu vois quand tu regardes son efficacité qui est un peu au-dessus de la moyenne, s'il allait plus sur la ligne, t'aurais vraiment un joueur très très efficace et encore plus intéressant offensivement. Donc un petit peu voilà le bilan offensif sur Jrue Holiday à travers les statistiques. Oui, alors ça pour le coup, par contre, le côté lancer franc et le côté drive, ça, bon, à 30, quoi, il a 33, 32 ans. Ouais. Le joueur est comme il est, voilà. Au bout d'un moment, le joueur est comme il est. Ça vient pas avec l'âge. Malheureusement, c'est peut-être même un peu l'inverse. Mais oui, en même temps, si Jrue Holiday avait cette capacité sur drive à être à gros volume, à provoquer des fautes, ce serait pas le darling des analytics, ce serait un top 10 NBA ou top 15 quasiment depuis 10 ans, quoi. Donc il y a un peu ce côté-là. Et oui, effectivement, je pense que le côté shooter de très bonne qualité, plus défense, plus le fait de porter la balle, on a un profil extrêmement valuable. D'ailleurs, j'avais noté, j'ai retrouvé des exemples auxquels je pensais là au niveau du shotmaking qui s'améliore avec l'âge. L'autre exemple un peu évident, c'est Nico Batum aussi, qui depuis 3 ans est à plus de 40% sur beaucoup de tirs du côté des Clippers, alors qu'il était plutôt autour des 35-36 avant. Donc le shotmaking qui vient avec l'âge, et c'est pas qu'à 3 points. Si vous regardez les cas de DeMar DeRozan, voire même de Jimmy Butler, le shotmaking y compris à mi-distance, voilà. Plus tu répètes le geste, plus ça vient, et donc en vieillissant, ça vient forcément, donc ça c'est un bon point. Mais ouais, du coup, alors, sauf si tu as d'autres choses à rajouter sur Jrue Holiday, tu me dis. Non. Mais sinon on peut enchaîner, mais parce que tu vas voir qu'on va en reparler de Jrue Holiday d'une certaine manière. Parce que mon chiffre, moi, du coup, c'est 16,7. 16,7, c'est le nombre de pick and roll joués par match par Milwaukee. De pick and roll dans la catégorie des porteurs de balle, c'est-à-dire des actions finies par le porteur de balle sur pick and roll, et pas le nombre de pick and roll total. Action finie sur pick and roll par le porteur de balle en moyenne, et donc c'est 24e sur 30. Donc pas beaucoup, pas énormément. Et en termes d'efficacité, on est sur 0,94 de points par possession, 13e sur 30, donc voilà, au niveau de la moyenne. Et c'est vrai que je voulais un peu poser la question de quid des ball handlers, finalement, des porteurs de balles, pardon pour le dire en français. Mm-hmm. Quid des porteurs de balles du côté de Milwaukee, parce que on l'a dit, Antetokounmpo est une star, superstar NBA extraordinaire et tout, mais ce n'est pas ce profil de porteur de balles. De l'autre côté, Jrue Holiday est pas mal dans l'exercice, mais il ne peut pas le faire à un très haut niveau, autant que d'autres peuvent le faire parfois. Chris Middleton, on est plus sur du porteur de balle pour lui-même, pour le coup, même s'il a un peu de passing, mais on est plutôt pour lui-même. Et c'est vrai que je voulais aussi rattacher ça au niveau du nouveau coach aussi. Je voulais te poser la question. Quelles sont, toi, un peu tes attentes, ou pas d'ailleurs, hein, est-ce qu'il peut y avoir des évolutions par rapport au style de jeu offensif? Quelles sont un peu tes attentes par rapport à ce nouveau cycle que commence Milwaukee? Plus de off-ball pour Giannis. C'est vraiment un truc que j'avais remarqué en refaisant la preview de Miami et même en regardant les séries contre Boston. Là où il est le plus fort, c'est vraiment quand il arrive lancé en fait. Et oui. Il prend pas tellement il a un bon handle pour un mec de sa taille et enfin tu vois, mais il arrive encore plus fort et plus vite quand il arrive sans le ballon. Et il y a une très bonne vidéo de Ben Taylor sur les stampedes de Zion et de Giannis qui sont d'une efficacité redoutable, parce que quand ils attrapent le ballon sur le corner ou sur un cut en mouvement, c'est vachement inarrêtable, et t'es presque obligé de faire faute en fait. Bon, après, donc il est pas très bon en lancer franc, c'est un autre problème. Alors juste pour expliciter le stampede que tu as cité, ce qu'on appelle les stampede action, c'est faire un drive en étant lancé, en démarrant lancé, et donc par exemple le joueur est sur l'aile, on lui passe la balle, il y a un renversement de jeu vers lui, et donc lui il attaque avec déjà du mouvement, et ça permet de libérer plus d'espace que attaquer face à une défense déjà en place. Voilà, le terme sémantique, c'est un peu ça. C'est ça, c'est à la réception être en mouvement à la réception de la passe un petit peu. Oui.
en tout cas engager son mouvement au moment où tu sens que la passe est déjà en train d'arriver pour pas avoir pas avoir une réception statique en fait de la passe, pas faire de Carmelo Anthony entre guillemets. C'est l'inverse de Carmelo Anthony, si une définition visuelle. Et du coup ouais, ce serait voir un peu plus de ça. Mais du coup, la limite, c'est que si t'as moins le ballon dans les mains de Yanis, ça veut dire que c'est d'autres joueurs qui doivent jouer ce rôle de porteur de balle. Et je me demande un petit peu la profondeur qu'ils ont là-dessus, en fait, en attaque. Parce que, de toute façon, là où je vais attendre des progrès de côté Milwaukee, ça va être clairement en attaque, parce que la défense me pose pas de problème du tout, au contraire. Mais c'est plus en attaque d'être moins une équipe un peu micro-ondes, en fait. C'est clairement une équipe Ouais. micro-ondes et le seul match qui gagne des playoffs, parce qu'on n'a pas donné la stat, mais il y a vraiment qu'une victoire cette saison en playoffs, et elle est sur 50% de réussite à 3 points, sur une fréquence de 50%. En fait, un tir sur deux qu'ils ont pris, ils étaient à 3 points, et il y en a un sur deux qui est rentré, du coup, ils ont fait ce qu'ils savent faire, en fait, et là où ils arrivent à gagner beaucoup de matchs en régulière là, sur ça. Mais en playoff, quand ça se resserre, c'est un peu plus compliqué d'être une équipe microwave un petit peu qui tourne que là-dessus, et du coup c'est un peu ça que je vais attendre, et je pense que si ça passe par du Yanis un peu plus off ball et un peu plus lancé, qui soit pas que le créateur en fait qui soit pas seulement la création des espaces pour les autres, mais plus à l'optimisation dans un rôle peut-être plus de connecteur, en fait, tu vois, même si tu l'utilises plus off ball et plus lancé, si tu peux utiliser comme connecteur, ça peut être vachement intéressant. Et Ouais. du coup, voilà un petit peu mes attentes. Bah, j'avoue que oui, tu allais exactement là où je voulais aller, moi aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur à gratter sur un Giannis plus sans ballon. Comme dit tout à l'heure, hein, je pense que l'arrivée de Budenholzer, elle a recontextualisé, elle a re-optimisé Giannis, le jeune Giannis, elle l'a mis dans beaucoup plus d'espace et ça a permis de créer des choses assez incroyables, hein, notamment même des offensive ratings de haut niveau, parce que il a une gravité, c'est-à-dire une capacité à attirer à lui des défenseurs qui est absolument fantastique. Donc quand tu mets ça dans un bon spacing, ça fait de suite des attaques meilleures. Mais par contre, c'est vrai que moi, le grand regret de l'ère Budenholzer, c'est qu'il n'a jamais eu un porteur de balle de haut niveau à côté à mettre avec lui. Et d'ailleurs, je crois qu'on en parlait dans un épisode bonus de la centaine il n'y a pas longtemps avec Antoine sur ce côté. Bah oui, mais le défaut de Antetokounmpo, c'est de vouloir être porteur de balle, et à quel point est-ce qu'on peut nuancer ça par le coaching ou par le fait qu'il n'y avait jamais un top porteur de balle à côté de lui pour l'aider. Mais j'avoue que moi, c'est un peu là-dessus où j'attends des choses peut-être, et une évolution, parce que c'est vrai que, bon, il n'y a toujours pas de meilleur porteur de balle à côté de lui, mais je pense qu'on peut quand même faire plus. Je pense qu'on peut quand même faire largement plus, dans le sens où, encore une fois, c'est toujours son défaut de vouloir opérer balle en main, et quand il le fait dans la majorité des matchs, ça marche, ça crée beaucoup de décalage, ça crée du jeu, il n'y a pas de problème, mais en playoff, voire même en saison régulière contre des gros adversaires qui l'attendent un peu, quand il retombe un peu dans ce travers-là, c'est beaucoup plus facile à arrêter et c'est beaucoup moins rentable pour les Bucks qu'ils le jouent comme ça. On l'a vu, hein, maintenant on a un échantillon assez gros en termes d'échecs de playoff, un peu à cause de ça notamment. Et du coup, c'est vrai que moi, le truc que j'attends surtout, c'est, alors tu as parlé des actions en stampede où il fait des drives un peu lancés en mouvement, mais même moi j'attends Antetokounmpo enfin utilisé en tant que intérieur. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, rollman, quoi. notamment exactement en rollman, c'est exactement là où j'allais. Et ce côté, je roule l'idée, c'est pas un créateur incroyable sur pick and roll, mais il peut quand même le faire. Et ce que je regrette, c'est que autre stat que j'avais noté, c'est que cette année, Giannis, c'est 1,8 possessions par match terminées en tant que rollman. À peine 1,8, c'est autant que Daniel Gafford, qui jouait une vingtaine de minutes par match, par exemple. Mais vraiment, c'est pour moi la plus grosse piste à creuser, et là où il y a le plus de valeur à gratter, ne serait-ce que, non pas en rajoutant des joueurs, mais juste en l'utilisant un peu différemment, c'est là-dessus, parce que, pour vous dire aussi, donc 1,8 par match, on a Joel Embiid par exemple qui est premier de NBA avec 6,7, même si c'est pas que pour faire des rolls jusqu'au panier, c'est juste qu'il reçoit la balle après le pick and roll et pour son petit mi-distance, mais ça compte quand même. Ayton est à 4,8, mais des profils peut-être un peu plus finisseurs de catch and finish, de classique de roll, on a des Anthony Davis ou Bam Adebayo qui sont à plus de 4 par match notamment.
Et c'est vrai que Antetokounmpo doit faire partie un peu de cette catégorie en termes de fréquence. Enfin d'ailleurs, pardon, j'avance en termes de nombre par match et du coup même en termes de fréquence. À quel point est-ce que le joueur utilise cet aspect du jeu, le roll sur Rollman, donc poser l'écran et plonger au panier. À peine 6% de fréquence pour Antetokounmpo. À peine 6% de fréquence. Pour vous dire, les meilleurs de NBA, par exemple, c'est Dwight Powell à Dallas, Capella, DeAndre Ayton, Jarrett Allen, Daniel Gafford. On est autour des 28%, 29%, 25% de fréquence d'utilisation. Giannis est à peine à 6%. Or, Antetokounmpo est un meilleur athlète ou aussi bon que Dwight Powell, Capella, Ayton, Jarrett Allen, Gafford, etc. Donc moi, j'attends vraiment à ce que... c'est pour ça que je parlais de Jrue Holiday. Jrue Holiday ne sera pas un passeur de génie, ne sera pas, je sais pas, Garland, ne sera pas un passeur de haut niveau sur pick and roll, mais il peut le faire plus. Je pense qu'il peut le faire plus. Et j'espère que le nouveau coach, donc Adrian Griffin, l'utilise un peu plus en poseur d'écran, plus qu'en porteur de balle. Et comme poseur d'écran, est-ce que tu as un avis sur Yanis? En fait en tête, je saurais pas dire s'il pose de bons écrans ou pas, et à quel point aussi ça va être quelque chose à travailler de son côté. J'avoue que j'ai pas trop de souvenirs, alors peut-être parce que justement il le fait pas beaucoup. Mais non, je pense qu'il peut le faire. Et même si c'est sur des écrans glissés où il crée pas forcément du contact, Ouais. en fait il a une telle verticalité que même sur des écrans glissés, il peut créer du chaos en fait. Et il est rapide. En vrai, ça peut être super intéressant. En plus, qu'il utilise sa rapidité au sol Ouais. pour justement, en plus d'être vertical, il est rapide au sol. Et du coup, ça peut faire des pick and roll vraiment très très rapide. Et en plus, il utilise quand même déjà un petit peu le pick and roll parce qu'il l'utilise avec Brook Lopez, qui a une super bonne efficacité au pick and roll, qui a 1,32 points par possession sur ces actions-là. Et c'est 21% de ses actions à Brook Lopez. Oui, alors ça inclut les pick and pop, hein. Ça inclut les pick and pop, c'est les pick and roll man. Ok, d'accord. Bah tu vois, moi je m'endormirai moins bête ce soir. Mais c'est ce que je te dis aussi sur ouais. Joel Embiid, hein. Il a beaucoup de possessions par match sur roll, mais parce qu'en fait les rolls, c'est une fois que tu as le ballon après le roll en fait. Donc notamment Embiid c'est à mi-distance, Brook Lopez c'est des pick and pop, etc. quoi. D'accord. Donc oui, Jokic aussi, tout ça c'est pas forcément du pick and roll, c'est du pick and pass. Ok, Ouais. ça marche. Bah écoute, mais en tout cas, voir les schémas qui vont réussir du coup à adapter. Mais curieux de voir comment il peut utiliser sa rapidité au sol pour être une menace sur pick and roll. Ouais. Et après on verra. Je sais que c'est un peu c'est encore une fois c'est tout le problème, c'est que cet effectif manque de porteurs de balles de haut niveau. Et tu vois, dernièrement, il y a des fois ils ont essayé de rajouter un peu des patchs porteurs de balles, mais qui n'ont pas marché. Je pense à des Joe Ingles, je pense à des Goran Dragic, ça n'a pas pris du tout. Et parce qu'on voit que peut-être que la solution ne peut pas venir de ce genre de patch un peu gadget, quoi. La solution, c'est de jouer différemment, ou alors de changer d'effectif peut-être. Tu parlais de Middleton où tu n'étais pas forcément optimiste. C'est vrai que on peut imaginer un scénario où il est un peu cata et d'ici un an ou deux, un an et demi, on l'échange contre un vrai porteur de balle ou un ailier beaucoup plus créateur, playmaker. Voilà, c'est aussi possible d'imaginer ce genre de choses, mais voilà, je voulais un peu citer cette stat des pick and roll parce que pour moi, sans rien faire, il y a pas mal de valeur à aller chercher, surtout avec Brook Lopez qui attend dans le corner ou qui attend à 3 points. Tu as le spacing pour ça, donc autant essayer d'en profiter, je pense. Ce serait dommage de pas le faire. Ouais, carrément. Je me demandais par contre si Brook Lopez il pouvait tirer dans le corner, parce que je suis pas sûr. Et s'il tire, c'est un des grands qui tire dans le corner. Parce que c'est vrai qu'il y a des grands qui tirent pas dans le corner. C'était une de mes inquiétudes avec Porzingis d'ailleurs. Ouais. Et j'avais un peu cette question, pourquoi certains grands, certains 7 pieds ne tirent pas dans le corner. Voilà, c'est un peu une question. Si jamais t'as un sujet d'étude là-dessus à faire, je serais curieux. Je pense que c'est parce qu'il y a un plafond. Hein. Je pense c'est la bannière. La bannière, elle descend très bas dans les corners. Donc, j'ai un souvenir de Porzingis qui voit pas son shoot parce qu'il y a la bannière devant lui. non, je rigole. Il n'y a pas beaucoup de bannières à Washington. Il n'y en a quand même une, pardon. On dérive, pardon. On a fait nos 5 stats, mais on a quand même un peu de temps. Est-ce qu'il y a des sujets ou des joueurs dont on n'a pas parlé et tu voudrais un peu aborder rapidement en fin d'émission? En fait, je me demandais un petit peu Grayson Allen et les Pat Connaughton et Wesley Matthews est parti maintenant, mais qu'est-ce qu'on peut attendre un petit peu de ces joueurs-là? Est-ce que Grayson Allen, on y croit encore, qui a déjà 27 ans?
Pat Connaughton qui va sur ses 30 ans. En fait, c'est ça aussi qui m'inquiète un petit peu dans cet effectif. Ils ont re-signé Joe Crowder. Enfin, je suis pas sûr qu'il soit très profond quand même, et je sais, j'espère vraiment qu'il va être en bonne santé, Jrue Holiday. Mais par rapport à la profondeur d'effectif, je sais pas si toi aussi t'es moins négatif que moi, en tout cas moins inquiet. Mais comment tu vois un petit peu l'effectif avec lequel ils vont rentrer la saison prochaine? C'est vrai qu'on n'a pas une profondeur d'effectif spectaculaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait quelques saisons qu'ils essayent un peu de mettre ces fameux patchs, les Jingles. Et ils ont, du coup, évidemment, j'oublie les noms qu'ils ont essayé. Non, mais Sergi Ibaka ou des joueurs comme ça. Voilà, ils ont essayé plein de trucs et c'est vrai que ça manquait peut-être un peu de profondeur et on sait qu'à quel point ça peut être important. Il y a qu'à voir Denver qui avait la meilleure profondeur d'effectif de l'année, qui sont champions. L'an dernier, c'était Golden State qui avait la meilleure profondeur d'effectif, ou pas loin, ils sont champions. Pareil pour Boston d'ailleurs, hein, voilà. Donc c'est assez important. Je sais pas, j'ai hâte de voir. Après, bon, tu dis Grayson Allen, déjà 27 ans, mais ça veut dire que tu avais encore d'autres attentes pour qu'il fasse mieux, parce que j'avoue que moi, il a déjà 27 ans, mais il est déjà dans son rôle, je pense. C'est déjà un produit fini, c'est-à-dire le joueur de 27-28 minutes par match, le role player, le 5e titulaire, ou alors le joueur qui sort du banc. J'avoue que moi, je l'aime bien dans son rôle. Après, le problème, c'est peut-être le côté ciblage défensif en playoff. On a vu avec Grayson Allen, en fait. Ouais, carrément. Et puis même, peut-être encore en fait, tu cherches quand les patchs de porteurs de balles, tu peux pas les trouver dehors. Est-ce que tu as des choses à développer en interne, quoi? Je sais pas si Grayson Allen, il va être capable d'assurer un peu plus de ce côté-là. Pat Connaughton, ça m'étonnerait aussi. Ça reste quand même vachement plus des mecs que tu vas retrouver off-ball quand même. Ouais. Non, pas de Connaughton, ouais, c'est pas avec le ballon. En tout cas, pas pour créer. Après, je sais qu'ils ont, comment il s'appelle, Marjon Beauchamp, qui a été drafté premier tour l'an dernier, qui a fait des trucs pas mal, mais qui a encore 22 ans. Je pense que ça peut être intéressant de le tester. Bon, on sait pas, on est encore loin d'une place assurée pour la rotation. Mais tu vois, tant qu'on est là-dessus, sur ce sujet, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais Jay Crowder a été re-signé. Ouais. Et j'avoue que c'était un peu ma déception. Enfin, une de mes déceptions, moi, de cette année, c'est, déjà, il n'a pas joué à Phoenix, donc un peu déçu de ça. Mais surtout, il arrive à Milwaukee et il joue pas tant que ça. Alors, un peu en saison régulière, mais surtout, il joue quasiment pas en playoff, alors que justement, c'est un joueur qui a toujours été dans des équipes finalistes de conférence, ou presque, Jay Crowder. Et j'étais assez surpris de sa non-utilisation, alors que je pense que ça peut être un vrai élément clé pour l'an prochain, avec justement comment dire, il peut apporter une certaine flexibilité. C'est-à-dire que quand tu le mets en poste 4, du coup, tu peux tenter des raquettes un peu Jay Crowder et Antetokounmpo en 5 pour du spacing dans lequel Giannis peut attaquer sur pick and roll ou même en tant que porteur de balle. Donc il y a un peu j'aime bien ce profil de Jay Crowder parce qu'il est à la fois poste 3, poste 4, poste 4 qui apporte du spacing avec tout de même une assez bonne défense aussi, au moins sur l'homme. Donc j'avoue que c'était un vrai bon coup qu'avait fait Milwaukee en fin d'année. Bon, ils l'ont payé cher, mais c'était un bon coup. Ils l'ont pas utilisé, mais ils l'ont re-signé. Donc j'avoue que je comprends plus rien. Mais ouais, j'espère le voir un peu plus parce que ça peut être un élément clé assez intéressant que, tu vois, par exemple, c'est un spacing que n'apporte pas autant Bobby Portis, par exemple. Ouais, Portis aussi, hein, ça va être un rôle qui va être assez bizarre et je sais pas encore vraiment comment ils vont l'utiliser, mais des fois, je me dis, il y a beaucoup de doublons, en fait, enfin, pas des doublons, mais ils ont beaucoup d'ailes, avec Connaughton, Allen, Crowder, Portis, et le backcourt, ouais, il fait peur un peu. Enfin, il y a pas grand monde et Joe Ingles c'est parti, mais même de toute façon les minutes où il jouait, tu défendais à 4 contre 5, donc c'était vite compliqué aussi. Il y a un peu de briques et de broc autour d'un quatuor qui est vraiment fort, parce que le quatuor Holiday, Middleton en bonne santé, Giannis et Brook Lopez, c'est très très haut. Ça te permet d'avoir vraiment un super plancher et d'aller chercher haut. Mais le problème, c'est que de l'entourer, je sais pas s'ils sont pas allés chercher trop de doublons sur les ailes et peut-être que ça manque du coup de ball handler à la place d'un Portis par exemple. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un équivalent mais plus sur le backcourt, quoi? Oui, je te rejoins un peu sur le côté, ça manque peut-être de créativité sur les postes un peu extérieurs, quoi. C'est ce qui leur pose problème en playoff, hein. Oui, c'est ça, ouais. Oui, effectivement. Du coup, je regarde un peu la liste des free agents encore disponibles. Will Barton est disponible.
Je ne sais pas si ça peut aider. Soit Milwaukee, soit les adversaires, peut-être. Je ne sais pas. Kendrick Nunn est disponible. J'allais dire Kendrick Nunn. Je suis sûr que personne l'a signé encore. Oui, c'est pareil. Voilà, super. Oui, encore disponible. Raoul Neto, apparemment, est disponible. Frank Ntilikina. Voilà, c'est effectivement... Non, mais ce manque de talent ou de créativité, effectivement, sur les postes un peu de porteur de balle, peut être un peu vu comme inquiétant. Je te rejoins un peu. Après, il y avait une autre signature qui, moi, me plaît. Ça aurait pu être une des stats de la saison que j'ai oublié de noter, du coup, mais l'ajout de Robin Lopez aussi, qui est revenu. Je dis pas de bêtises, hein, il est revenu, Robin Lopez. Hein, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas rêvé, hein, mais il a été re-signé, ouais. Et du coup, c'est vrai que ça me rappelle un peu l'année 2020 où, du coup, Milwaukee fait des chiffres d'efficacité au panier, de défense du panier absolument monstrueux, parce qu'en fait, ils avaient une rotation de Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo et Robin Lopez, qui était un défenseur très sous-estimé au panier. Ils avaient une rotation à 3 incroyable. Je crois que c'était genre 3 des 4 meilleurs en termes de perte d'efficacité infligée au panier de toute la NBA, les 3 cette année-là. Enfin voilà, il n'y avait jamais de temps libre. Et bon, après, Robin Lopez commence à être vieux, mais j'ai hâte de voir aussi à quel point il peut avoir un impact ou pas. Mais voilà, effectivement, je te rejoins un peu sur ce côté, au global, un quatuor très fort et peut-être derrière un peu plus de doutes, peut-être. C'est ça, c'est un bon résumé de comment on voit la saison en tout cas arriver. Bon, à voir comment ça va évoluer en fonction des performances de ces 4 là aussi. Voir lequel des 4 va être un petit peu le maillon faible. Peut-être qu'il va se dégager assez vite, ou alors est-ce que les 4 vont très bien performer et du coup ça va moins mettre en exergue ton manque de profondeur. À voir. Et d'ailleurs, il y a potentiellement un porteur de balle qui pourrait être disponible pour apporter de la créativité. Tu penses pas qu'ils doivent aller chercher Talen Horton-Tucker? J'allais dire Austin Rivers, sinon. Bon, alors petit pronostic sur finale de conférence 2024 entre les Bucks et le Heat, tu mises sur qui? Boston. Bon, ok, tant pis, on aurait essayé. Je pense pas. En tout cas, si Miami prend Lillard, j'ai du mal à avoir une meilleure équipe à l'Est que Miami. Mais Milwaukee, non, je pense que je les vois bien ressortir au premier tour l'année prochaine pour le running gag. Carrément. On verra ça. En tout cas, on n'a pas trop parlé parce qu'on le connaît pas trop, mais il y a un nouveau coach. Ça pourrait aussi changer pas mal de choses, mais on n'a pas pu en parler parce que déjà on faisait le bilan de l'année d'avant, oui, mais surtout on le connaît pas vraiment. Mais donc ça, ce sera à suivre. Mais en tout cas, merci beaucoup Azad d'être venu sur Basket Lab pour nous parler de Milwaukee. Et avec grand plaisir. On a pu bien. En plus, je pense que c'est un épisode qui sera intéressant à réécouter d'ici 6 mois. En tout cas, à se replonger un peu dedans avec du coup ce nouveau coach et voir qu'est-ce qui a changé. Donc très content d'être passé pour parler des Milwaukee Bucks. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Et donc voilà pour nos chers Milwaukee Bucks qu'on a réussi à traiter avec pourtant un fan de Boston. Mais non, blague à part, c'est vrai que le cas de Milwaukee est assez intéressant. Fin de cycle, je ne sais pas, en termes de joueurs, je pense qu'il y a quand même encore quelques bonnes années à tirer avec ce groupe, mais peut-être fin de cycle d'un point de vue du coaching, donc équipe d'autant plus à suivre. Et donc, après ce bilan des Bucks 2023, la prochaine fois, on va se retrouver pour le 7e numéro de la syllabe. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci, évidemment, à Azad d'être repassé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.